Salut tout le monde. Dans le film d'aujourd'hui, on suivra deux demi-frères qui ont été renvoyés dans le temps par leur tante mystérieuse en guise de punition pour leur comportement indigne. Ils se retrouvent à vivre la vie d'esclaves noirs, avant l'abolition de ce système monstrueux. Maintenant, les gars doivent faire l'expérience de première main des mêmes choses dont ils se sont moqués. Mets-toi à l'aise, on va commencer. Le film s'ouvre avec Joël se promenant dans la ville. Il regarde autour de lui avec désinvolture et il croise un vieil ami, Kader. T'as passé combien de temps au placard? Je fais 3 mois en tout. Ça va, pour un braquage, je m'en suis bien sorti. Mais t'avais pas tapé le sac d'une vieille? Au cours de leur conversation, on découvre que le jeune homme est sorti de prison il y a une semaine à peine. Kader est heureux pour son ami et il lui assure qu'il l'aidera à trouver un emploi. Mais Joël répond qu'il est trop occupé en ce moment. Kader suggère qu'ils aillent à la mosquée, mais Joël semble plus intéressé par une dame qui passe. Le gars s'occupe de ses affaires. On nous présente ensuite le deuxième personnage principal, Régis, le demi-frère de Joël. Il est assis à son bureau dans la mairie, totalement indifférent aux plaintes d'une personne. Le mari de la pauvre dame a été déporté et elle a du mal à s'occuper de ses 5 enfants toute seule. Mais c'est comme si Régis s'en fichait de sa situation. Il se redresse enfin lorsqu'un candidat à la mairie arrive dans son bureau, montrant fièrement son affiche de campagne, où on peut voir Régis aussi. Et lui, c'est qui, là? Lui, c'est mon jardinier. Mais pour le côté diversité, j'ai pensé que c'était bien de le rajouter sur l'affiche. J'arrive même pas à prononcer son nom. Il raconte à Régis que des criminels ont récemment mis le feu à plusieurs voitures dans l'un des quartiers de la ville. Puis il plaisante en disant qu'il les expulserait tous s'ils ne sont pas français. La réaction de la personne à la peau foncée le dérange pas du tout. Régis explique que la dame vit dans le quartier même où l'incendie criminel a eu lieu. Le politicien chevronné n'en rate pas une et lui serre la main, lui disant qu'elle est entre de bonnes mains. Puis il quitte le bureau. Régis continue de parler à la femme, ne démontrant toujours aucune empathie envers elle. Au lieu d'offrir de l'aide, il suggère que la femme envisage de suivre son mari dans son pays d'origine, le Cameroun. Il ignore le fait que ses enfants sont des citoyens français, puisqu'ils sont nés en France. Lorsque la femme mentionne que Régis est d'ascendance africaine, il l'interrompt rapidement pour dire qu'il est né et a grandi en Normandie. Dans la scène suivante, on retrouve Joël dans un bus avec sa fille et une camarade de classe. Il n'a pas de billet, alors les inspecteurs essaient de lui infliger une amende pour fraude. Essayant de se sortir de la situation, il commence à laisser entendre qu'il le traite comme ça à cause de la couleur de sa peau. Monsieur, vous n'avez pas de titre de transport, alors c'est 40 € tout de suite ou Vous me 60? contrôlez parce que je suis noir. Ça n'a rien à voir, monsieur, on contrôle tout le monde. Et puis, il va même jusqu'à essayer d'emprunter de l'argent à l'ami de sa fille. Il se promène en accusant tous les passagers du bus d'être racistes et tente même de faire taire une femme qui a vécu à l'époque des nazis allemands. En plus de ça, il prétend être musulman. Mais ensuite, un autre noir se lève contre Joël et lui dit d'arrêter de faire passer les Africains pour stupides. Y a pas de mon frère. Devant ta fille en plus, t'as pas honte? Joël crie en colère, sale traître, alors qu'il descend du bus en trombe, laissant sa fille et son ami derrière. En même temps, son frère avare crie sur un homme handicapé et appauvri qui tente de nettoyer le pare-brise de sa voiture. Mais dégage, bordel! Ça suffit la mendicité agressive, Mais dégage! arrête, mais tu vois bien qu'il est handicapé! La femme de Régis essaie de le calmer, mais il ne bouge pas et dit que ce ne sont que des mafieux. Il s'en prend ensuite au nettoyeur de vitres. La fille de Régis est témoin de tout. Le pauvre gars s'avère vraiment être handicapé, avec son bras droit manquant. Se sentant gêné, Régis retourne à sa voiture. Au lieu de s'excuser auprès de sa femme et de sa fille, il leur dit que l'homme s'est intentionnellement coupé le bras pour gagner plus en mendiant. Pendant ce temps-là, Joël rentre chez sa mère, qui le gifle aussitôt pour son comportement irrespectueux. De l'ami de ta fille. N'importe quoi, j'allais la rembourser. La rembourser? Tu allais la rembourser quand? Hein? Et comment? Joël accuse la fille assise à la table de moucharder, et puis il insulte son ami. La mère de Joël est furieuse, elle menace de le tuer, et elle lui dit de ne pas rentrer ici tant qu'il n'aura pas trouvé de travail. Les téléphones commencent soudainement à sonner dans les appartements de Régis et de Joël. C'est leur oncle, partageant la grave nouvelle que leur père est sur son lit de mort. Régis n'a pas été en contact avec son père depuis un moment, donc il n'est pas forcément dérangé par la nouvelle. D'ailleurs, il avait même dit à sa femme que son père était déjà décédé et qu'il n'avait jamais été là pour ses fils. Sa femme s'énerve contre lui pour lui avoir menti et elle le convainc d'aller dans les Caraïbes pour rendre visite à son père. Dans la scène suivante, les frères se croisent accidentellement dans un aéroport des Antilles. Ils montent dans un taxi et se dirigent directement chez leur père. Pendant le trajet, ils parlent de leur vie. Régis semble satisfait de sa vie, avec une fille de 9 ans, une épouse aimante, un travail à la mairie et une nouvelle maison au bord du fleuve. Joël, en revanche, ne partage pas grand-chose sur lui-même, ne voulant pas paraître pathétique. Et toi? Pareil. Tout pareil.
Joël dit qu'il dirige sa propre association caritative et qu'il a une maison sur la rive de la Seine. Quand les gens arrivent à la maison, ils sont accueillis par leur oncle. Il dit qu'ils sont arrivés juste à temps. Leur père vit ses derniers instants, mais il est toujours conscient et peut parler. Les fils le suivent au chevet de leur père. Ils ne reconnaissent pas leur demi-sœur, ni la mystérieuse tante avec une longue pipe dans la bouche. L'homme est allongé dans son lit et essaie de se rappeler de toutes les femmes avec lesquelles il a été intime. Puis, il remarque sa progéniture et il leur fait signe de s'approcher de lui. Joël et Régis lui prennent la main, à contre-cœur. L'homme dit qu'il a été un mauvais père et Régis est tout à fait d'accord avec ça. Les frères se redressent lorsqu'ils entendent que le chef de famille âgé veut leur transmettre une sorte de trésor familial. Quel trésor? Quel trésor? Quel trésor? Il s'avère que le trésor est le certificat de libération qui a libéré son lointain ancêtre de l'esclavage au XVIIIe siècle. Ce précieux papier a été soigneusement transmis à travers les générations. Sans perdre de temps, Joël suggère de vendre le document à un musée, mais Régis a d'autres projets. Il veut tout de suite rentrer à la maison. Les demi-frères se moquent en déchirant le document chéri juste devant leur tante furieuse. Les gars irrespectueux éclatent de rire alors que les morceaux déchirés tombent par terre. Puis en un clin d'œil, Joël et Régis semblent disparaître dans la fumée de la pipe de leur tante et se retrouvent transportés loin dans le temps. Les frères se réveillent au milieu d'un champ, pas certains d'où ils sont. Régis blâme Joël pour ce qui vient de se passer. À l'improviste, un homme à la peau foncée, vêtu de vêtements particuliers, passe devant eux, poursuivi par deux hommes blancs avec un chien. Sans y réfléchir à deux fois, Joël décide de courir aussi. Cours! Quoi cours? Quand on est noir et qu'on voit de noirs courir, on court, c'est une règle de survie! L'un des poursuivants frappe Régis, et bientôt, il rattrape également Joël. Les demi-frères sont ensuite jetés dans une cage et transportés au marché pour être vendus. Quoi, c'est le malade? Ta gueule! Tu vois pas que c'est des flics en civil? Sur la route, Joël filme tout avec son téléphone, et Régis tente de dénoncer son demi-frère. Les ravisseurs blancs ne sont pas particulièrement intéressés par ce qu'ils ont à dire, car ils ne pensent qu'à combien d'argent ils peuvent obtenir pour les deux esclaves. Peu à peu, les demi-frères se rendent compte où ils sont. La scène suivante nous emmène sur un marché où les visiteurs du futur sont vendus parmi d'autres personnes à la peau foncée, se sentant désespérés. Sont en parfait état et ils multiplieront en un rien de temps la rentabilité de vos plantations. Les demi-frères se mettent à pleurer, et Régis se demande à haute voix s'ils se sont retrouvés dans une émission de télévision. Pour ça, il se fait frapper au ventre. La tante qui les a envoyés ici est apparue de nulle part, et elle garde un œil sur toute la situation. Régis et Joël restent invendus jusqu'à la fin, confrontés à de nombreuses insultes de la part d'acheteurs potentiels. Finalement, le commissaire-priseur est prêt à vendre les deux pour le prix d'un. Pourtant, malgré ça, personne n'est intéressé. Ensuite, le vendeur déclare qu'il ne voudrait pas tuer les deux, et il continue d'essayer de persuader des clients potentiels. Pour le prix d'un. C'est bon, je vous les prends. Les demi-frères essaient de paraître plus attrayants pour les acheteurs afin d'éviter de se faire tuer, et étonnamment, ça marche. Monsieur Jourdain les achète pour travailler sur ses plantations. En arrivant, il rencontre Henri, le surveillant en charge des esclaves. Joël est envoyé directement dans les champs, tandis que Régis se trouve dans la cuisine. L'ancien employé de la mairie tente de protester, affirmant que c'est une erreur, mais une gifle sur sa tête le fait taire en un rien de temps. Suivant la suggestion de leur propriétaire, on leur donne de nouveaux noms. Joël devient Gédéon, et son frère devient Gaspard. La scène suivante nous emmène à l'intérieur de la maison où 6 personnes sont rassemblées. Le pasteur, le fiancé de la fille aînée de la maison qui est aveugle, un couple marié de propriétaires d'esclaves et leur enfant Victor. Le propriétaire du domaine et sa fille écoutent son héritier jouer au piano. Après une courte représentation, tout le monde quitte la salle. Pendant ce temps-là, Joël est amené à la plantation et laissé aux soins d'Isodore, un grand esclave noir. Occupe-toi du nouveau. Il s'appelle Gédéon. Bien sûr, monsieur Henry. Régis se trouve dans la cuisine, où il perd en quelque sorte le contact avec la réalité, et il plane. Le pauvre gars n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais ensuite, la cuisinière à la peau foncée, qui se trouve être sa patronne, le fait revenir à la réalité. Elle dit à Gaspard, qui est têtu, que s'il continue à refuser de travailler, il sera envoyé dans les champs. Pendant ce temps-là, Joël décide de faire semblant d'être blessé sur la plantation. Mais Henri ne le croit pas, et il pousse l'esclave à se remettre au travail. Joël essaie de discuter, mais dans cette société en désordre, les autres se contentent de rire de son raisonnement. Dites ça parce que je suis noir. De retour au domaine, Victor dit qu'il veut donner les restes de nourriture aux esclaves. Mais son père dit qu'il n'aime pas regarder le garçon traîner dans les plantations. La femme du propriétaire ajoute que les Noirs mangent d'autres aliments, moins sophistiqués. Tout au long du repas, d'autres stéréotypes absurdes et stupides sont dits. D'ailleurs, méfiez-vous. À trop les approcher, c'est peut-être vous qu'ils finiraient par manger. Cette conversation se déroule devant Régis et la cuisinière. Ils se tiennent dans le couloir et écoutent toute l'absurdité raciste venant de leur propriétaire.
Alors que Gaspard s'installe dans sa nouvelle maison, la première journée de travail de Gédéon sur le terrain touche à sa fin. Il reçoit un dîner bien mérité, mais il en est trop dégoûté pour le manger. Le film nous ramène ensuite à la maison, où des choses racistes de plus en plus absurdes continuent d'être exprimées à la table. Quand il fait nuit, les demi-frères se retrouvent à la cabane où ils doivent passer la nuit. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils se soient retrouvés au XVIIIe siècle. Joël décide de s'échapper, et même si Régis est d'abord hésitant, il finit par suivre son demi-frère. Alors qu'il tente de s'enfuir, Henri arrive chez le propriétaire. Le surveillant dit à Jourdain que tout va bien dans l'ensemble, mais qu'il suggère d'enchaîner Gédéon parce qu'il a l'air d'un sauvage. Monsieur Jourdain répond, presque sympathique, que le jeune garçon a juste besoin d'un peu de temps pour s'installer, et il envoie Henri au lit. La fiancée de la fille aveugle se moque d'Henri, et ça fait rire tout le monde. Et ne vous trompez pas, n'allez pas dormir dans une case. Alors que les frères se précipitent dans les bois, Régis dit à Joël qu'il a été scout. En réponse, ce dernier tente de lui faire peur. Mais alors, de nulle part, une personne à l'air sauvage avec un maquillage blanc, frappant sur son visage, émerge soudainement des buissons, en voyant les gars s'enfuir dans la peur. Les demi-frères finissent par dormir dans la hutte du domaine, car ils n'ont pas eu le courage de continuer à s'échapper après tout. Le matin venu, le surveillant réveille les esclaves, et quand Joël refuse de sortir du lit, il recourt à une persuasion énergique. Ferme ta gueule, y'en a qui dorment. Après leur réveil, les esclaves se rassemblent pour un sermon impromptu. Le pasteur partage avec eux les enseignements du christianisme, alors que Régis crie docilement « Amen ». Son frère provoque une commotion en criant « Allah Akbar ». Le pasteur signale à Henri que la dissidence n'est pas tolérée dans leur société, et Joël reçoit plusieurs coups de poing. Après le passage à tabac, Joël crie aussi « Amen ». Comme tout le monde, tandis que son demi-frère essaie de prouver au pasteur que, selon les Écritures, tous les hommes sont égaux. Le pasteur fait appel à la Bible, pointant une page au hasard, convaincu que les esclaves ne savent pas lire. Il insiste sur le fait que les Noirs doivent obéir aux Blancs, mais comme Régis sait lire, il récite avec confiance le passage en question, et il affirme que ce n'est pas ce qui est écrit. Ah non, là c'est écrit « Jésus était entré chez les pharisiens pour y prendre son repas ». Le pasteur termine brusquement son sermon et dit aux esclaves de se remettre au travail. L'homme est visiblement choqué par la tournure des événements, mais il essaie de ne pas le montrer. Au même moment, le propriétaire du domaine discute avec Isaac, un commerçant errant. Il a demandé à Isaac de lui apporter du parfum, du vin pour le mariage à venir et des tissus. Malheureusement, Isaac a oublié les tissus, ce qui bouleverse vraiment Jourdain. Néanmoins, ça n'empêche pas Isaac d'exiger 50 écus pour les choses qu'il a déjà livrées. Une fois payé, il promet d'apporter les tissus qu'il a promis dans les 2 jours, puis il décolle. À la fin, les deux se marmonnent discrètement des jurons. Joël se présente à la plantation, ayant l'air frais après s'être nettoyé. Il pense qu'avoir 2 minutes de retard n'est pas grave. Mais Henri explose presque et veut lui donner une leçon pour son insolence. Isidore essaie d'aider Gédéon, mais il ne se laisse pas faire. C'est pourquoi il se fait frapper par Henri et tombe par terre. Se sentant désespéré, il se lève rapidement et essaie de s'enfuir, mais il ne peut pas s'échapper. Gédéon a de gros ennuis pour avoir tenté de s'échapper, et Jourdain décide de le punir en le fouettant en public. Dès que le verdict est rendu, Gédéon doit endurer les coups de fouet. Dans la foule, la tante des frères, qui les a renvoyés dans le temps, observe la punition. En même temps, Joël reçoit quelques coups de fouet de plus pour avoir parlé passionnément de liberté et d'égalité. Il reçoit un dernier coup de fouet pour avoir directement insulté Henri. Par la suite, il est détaché par Rosalie, la cuisinière, qui travaille dans la cuisine aux côtés de Régis et Isidore, des plantations. Gaspard est convoqué par son maître pour discuter de sa dispute matinale avec le pasteur. Monsieur Jourdain teste les compétences en lecture de Gaspard, pose des questions sur son travail et décide de le promouvoir comme assistant superviseur. Les esclaves sous ta responsabilité? Je sais pas, c'est-à-dire que... Il note également que les hommes noirs instruits sont rares et suggère que son côté blanc est ce qui l'a rendu plus intelligent. Pendant que Gaspard reçoit une promotion, Rosalie s'occupe de Gédéon. Quand Rosalie voit le corps de Gédéon, elle pense qu'il n'a probablement pas beaucoup travaillé dans les champs, à la maison. Il a l'air d'être un homme riche, et il semble un peu désemparé. Gédéon essaye alors de flirter avec la cuisinière, mais elle ne semble pas intéressée. Qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? Elle dit qu'elle n'a pas de petit ami, mais qu'elle est amoureuse d'Isidore. Elle dit qu'il est intelligent, fort et qu'il parle bien. Ensuite, Rosalie laisse Gédéon se reposer. Le lendemain matin, Gaspard réveille son frère en l'aspergeant d'un seau. Mais c'est mon seau pour pisser! Régis conduit ensuite les esclaves au pont et leur dit qu'il doit être réparé. Il est clair qu'il aime être aux commandes, mais pour son frère, il prétend que tout ça fait partie de son plan, jusqu'à ce qu'il puisse trouver comment retourner dans le futur. En fait, lécher le cul des Blancs, c'est une stratégie. Ah, évidemment.
Joël est content au début, mais il se met ensuite au travail avec son partenaire qui a l'air déçu. Régis, satisfait, court de nouveau dans le domaine, sifflant tout seul. Il dit que Henri est un associé, mais ce dernier fait un commentaire étrange. C'est pas la taille qui compte. Il semble que certains stéréotypes de l'anatomie noire dérangent vraiment le surveillant. À la maison, le propriétaire et sa famille écoutent la poésie médiocre du pasteur composée de mots sur un morceau de papier. Ce sont les règles du jeu auxquelles il joue. Gaspard rapporte que le pont a été réparé. Il en parle comme s'il s'agissait de sa réussite personnelle. Puis il donne une tape amicale sur l'épaule du propriétaire. C'est alors au tour du marié de s'essayer à la poésie, mais il n'y arrive pas vraiment. Après ça, Régis intervient avec sa propre version. La fille du propriétaire, sans savoir qui est l'auteur, commence à applaudir mais s'arrête rapidement lorsque sa mère lui fait savoir que le poète est un esclave. Monsieur Jourdain explique que Gaspard est un homme noir intelligent rare qui sait lire. Tout le monde éclate de rire et suggère en plaisantant que Régis joue du piano. Régis s'assoit et commence à jouer. La même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. Pour son chant provocateur, Régis est soumis à un fouet public. La mystérieuse tante avec sa pipe et Joël sont dans la foule, regardant la punition. Les deux frères planifient à nouveau leur évasion, et le lendemain matin, ils montent dans le chariot d'Isaac. C'est leur deuxième tentative de se libérer ensemble. Victor est témoin de leur évasion, mais il garde ça pour lui. Quand ils atteignent enfin leur destination, Isaac réveille ses passagers non invités. Il s'avère qu'il savait depuis le début qu'il avait deux gars à l'arrière de son chariot. Pendant ce temps-là, Monsieur Jourdain enrôle les deux chasseurs d'esclaves qu'on a vus plus tôt pour capturer Gédéon et Gaspard. Le propriétaire dit clairement qu'il ne tolérera aucun préjudice aux esclaves en fuite. Il insiste pour les ramener en un seul morceau et prêt à travailler. C'est parce que le dernier esclave en fuite a été renvoyé avec les pieds coupés. Lorsque cet incident est mentionné, l'un des chasseurs d'esclaves éclate d'un rire fou, tandis que l'autre tente de dire que c'était un accident. Alors que Jourdain prépare son groupe de recherche, Joël et Régis discutent amicalement avec Isaac. Il les accueille chez lui et leur offre de l'eau. La décision d'Isaac de les aider découle d'un sentiment de solidarité, car il est juif. Mais la conversation paisible prend un tournant lorsque Joël intervient avec une remarque tranchante sur la Palestine. Ça déclenche une vive dispute entre lui et Isaac au sujet de ceux qui ont historiquement fait face à de plus grandes souffrances, les Noirs ou les Juifs. Régis tente d'intervenir mais finit par prendre le parti de Joël. En entendant les chasseurs d'esclaves approcher, Isaac laisse les demi-frères sortir par la porte arrière. Au cours d'une courte poursuite à travers la forêt, ils se rendent compte qu'ils sont arrivés au bord d'une mer ou d'un océan. Les frères ont la chance de trouver un bateau attaché à proximité, qu'ils décident de voler. Excités, ils quittent le rivage et crient des insultes à leurs poursuivants, s'éloignant rapidement de la terre. Leur joie, cependant, s'avère être de courte durée. Quelque temps plus tard, un navire les repère et ramasse les deux fugueurs désemparés. Ironiquement, le navire appartient à des marchands d'esclaves, de sorte que les frères sont rapidement envoyés en cale avec les autres. Les esclaves là-bas appellent Régis le Diable Blanc en sénégalais. Pour eux, il est aussi blanc que les hommes qui les ont asservis. Après que Régis ait tenté de se connecter avec les gens autour de lui, il se fait cracher dessus, même par son propre frère, qui choisit rapidement de se ranger du côté de la majorité à la peau foncée. C'est comme un déjà-vu alors que l'histoire se répète. C'est le même commissaire-priseur, les mêmes enchères et les mêmes chaînes encore une fois. Les deux chasseurs d'esclaves attendent déjà les fugueurs ici, prêts à les emmener chez Monsieur Jourdain. Ils enchaînent les esclaves et se dirigent vers la forêt pour les ramener au domaine. À un moment donné, les ravisseurs décident de s'arrêter et de laisser les chiens se reposer. Le gars qui porte les vêtements de Joël a du mal à se retenir de couper les pieds des esclaves. L'autre chasseur d'esclaves va dans les bois avec les chiens pour aller chercher de la nourriture, laissant son partenaire pour garder les esclaves capturés. Mais leur petite pause est interrompue par un indigène à la peau foncée, avec un masque peint en blanc émergeant des fourrés voisins. La scène suivante nous montre une tribu d'Africains rebelles. Ils ont pendu les chasseurs d'esclaves et veulent se battre pour la liberté. Régis et Joël sont acceptés dans la tribu. Le leader encourage passionnément ses adeptes à se lever pour leur libération et à briser les chaînes qui les lient. Il conclut son discours fervent en exhortant la foule à tuer tous les blancs, suscitant une vague explosive d'approbation parmi les auditeurs. Régis est le seul à objecter. Est-ce que vous êtes prêts à massacrer tous les blancs? Non! La tribu n'apprécie pas cette réponse, et ses membres poursuivent le couple dans la forêt. Joël et son frère se retrouvent dans une étrange clairière, où ils rencontrent la mystérieuse tante qui souffle par hasard sur sa pipe. Soudainement, elle révèle ce qu'ils doivent faire pour revenir à leur époque. Ils doivent prendre le contrôle de leur destin, retourner à Isidore et Rosalie, qui sont leurs ancêtres, faire les choses bien, et à la fin, fumer la pipe. Alors seulement, vous rentrerez chez vous.
Alors que les demi-frères discutent avec ferveur, la vieille femme apparaît soudainement, ne laissant que sa pipe là où elle était assise. En raison d'un grand malentendu qui s'est produit plus tôt sur la plantation, Joël est convaincu qu'Isidore est gay et ne peut donc en aucun cas être leur ancêtre. Il en convainc également son frère. Sur le chemin du domaine de Jourdain, les frères s'assoient sur un arbre tombé et élaborent un plan. Ils décident que leur mission est d'aider les ancêtres à produire des descendants et ils retournent au domaine. Les frères sont immédiatement punis pour leur évasion. Après ça, ils font tous les deux une pause dans la cabane et ils rassemblent leurs pensées. Victor vient leur rendre visite et les gars lui expliquent l'histoire du futur, lui expliquant même la démocratie. La scène suivante montre le mariage. Les invités se régalent joyeusement au son de la musique. Saisissant l'occasion, les frères parviennent à s'emparer d'un tonneau de rhum et finissent par voler involontairement le teckel bien aimé de Madame Jourdain. Pendant que tout le monde dans la maison boit, les frères apportent leur butin aux autres esclaves et organisent une vraie fête, où ils font rôtir le chien, affirmant que c'est un animal sauvage. Ils ouvrent l'alcool volé, faisant en sorte qu'Isidore et Rosalie se saoulent. Allez, c'est bon, ça suffit maintenant. Je jure, j'ai rien fait. On est de retour au domaine, où les gens dansent et célèbrent, bien que toute la scène soit assez ennuyeuse et pompeuse. Jourdain s'approche d'Henri et laisse entendre avec désinvolture que l'opulence n'est peut-être pas son truc, car il n'arrive pas à profiter de la fête comme tout le monde. En entendant ça, Henri part. Pendant ce temps-là, les demi-frères essaient de faire en sorte, d'une manière très étrange, que leurs ancêtres se mettent ensemble. Mais arrête de souffler fort. Je respire, ça va. Une fois qu'ils ont terminé, les gars pensent qu'ils ont rempli toutes les conditions fixées par leur tante, alors ils décident de fumer la pipe. Mais Joël veut encore s'amuser une dernière fois. Il attrape des outils en métal et se dirige vers la maison du propriétaire. Étonnamment, Henri, qui boit seul, les laisse entrer sans aucun problème. Finalement, il se retrouve au milieu des festivités du mariage, et il exhorte les invités à se détendre et à s'amuser. Ils agissent comme s'ils vont s'éclater, et ils profitent au maximum de leur temps. Ils décollent les faux spots de beauté et font manger les invités. Joël lèche et embrasse les dames aristocratiques. Le pasteur se prend un gâteau en pleine face. À ce moment-là, Henri entre dans la pièce. Ça suffit maintenant! Il pointe son fusil sur les frères alors qu'il s'approche de Jourdain. Souriant, les héros essaient de fumer la pipe magique, mais rien ne se passe. Ils sont enfermés dans une cellule pour se faire pendre le lendemain matin. Régis partage avec Joël qu'en Normandie, il était la seule personne noire dans toute son école privée. Et qu'à cause de ça, ses pairs se moquaient tout le temps de lui. Il dit qu'il a changé son comportement en fonction de son environnement, disant que c'est l'intégration. Joël répond en soulignant qu'il n'avait pas les mêmes privilèges que son demi-frère. Au final, il se serre dans leurs bras. Le lendemain matin, Henri entre dans leur cellule. Bonjour messieurs. C'est l'heure de retourner vous balancer aux branches. Juste avant leur exécution, le fils du propriétaire s'enfuit, tombe dans une rivière et commence à se noyer. Tout le monde se précipite pour sauver le garçon. Profitant du chaos, Isidore assomme Henri et libère les frères. Joël et Régis partent en cavale. Sur le chemin, ils voient Victor dans l'eau, emporté par le courant. Les gars sauvent le garçon, c'est pourquoi Monsieur Jourdain leur accorde le certificat même de libération qu'ils ont déchiré avant leur voyage dans le passé. Au dernier moment, Régis demande à libérer Isidore au lieu de lui-même. Son frère hésite d'abord à suivre son exemple, mais il retourne ensuite à la plantation pour libérer Rosalie. À la fin, les gars obtiennent de la gratitude de leurs ancêtres. Victor est envoyé pour être instruit par un ecclésiastique, et tout semble finalement aller pour le mieux. Mais Henri ruine la scène touchante avec sa pipe fumante et ses menaces. Soudainement, la fumée magique ramène Régis et Joël à leur époque. Dans l'épilogue, on voit que Joël a décroché un emploi en tant qu'ouvrier du bâtiment. Régis, quant à lui, semble avoir pris plus confiance en lui, et il est devenu moins lèche-botte. Enfin, toute la famille se rassemble autour de la table. Mais c'est là que, à l'improviste, leur fille déchire accidentellement le précieux certificat de libération. Papa, elle a déchiré le papier qui était sur la commode. Même pas vrai, c'est toi. Le film a surpris les critiques et les spectateurs français par son charme délicieux. Il a été salué par le public et il a obtenu la 2e place au box-office le jour de son ouverture, juste derrière le légendaire Transformer La face cachée de la Lune. Seul Harry Potter et les reliques de la mort a pu le surpasser au cours de la première semaine. En seulement 3 semaines, le film a été vu par plus d'1 million de personnes et il est resté parmi les films les plus rentables pendant 5 semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, puis de laisser un like pour qu'on puisse sortir des vidéos comme ça encore plus souvent. En attendant, tu peux nous laisser un commentaire avec ton film préféré sur l'abolition de l'esclavage.